Mes parents ont organisé une immense fête d'anniversaire pour ma sœur. Quand mon anniversaire est arrivé, ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'argent. Ma sœur a ricané, reste à ta place. Mes parents ont ajouté, les anniversaires ne sont pas si importants. Je suis restée silencieuse. Des années plus tard, quand j'ai accompli quelque chose de grand. Ma sœur et ma famille sont revenus, essayant de me récupérer. Je m'appelle Bianca. J'ai 22 ans et en ce moment même, je me tiens dans l'ombre glaciale, à l'extérieur d'un hôtel 5 étoiles à Denver, serrant un sac de livraison et contemplant un monde dont on m'avait dit qu'il n'existait pas. Ma sœur a eu une immense fête d'anniversaire ce soir, une somptueuse célébration à 5 chiffres avec un gâteau à 3 étages, des photographes professionnels et une salle de bal remplie de toute notre famille élargie. Mais il y a à peine 3 semaines, lorsque mon propre anniversaire est arrivé, mes parents m'ont fait asseoir à la table de la cuisine et m'ont regardé droit dans les yeux avec une tristesse bien répétée. Ils m'ont dit qu'ils étaient trop fauchés pour acheter ne serait-ce qu'un cupcake de supermarché, prétextant qu'une crise financière soudaine nous avait laissés sans rien. Et je les ai crus. Je leur ai même donné mes maigres économies de mon travail à temps partiel pour aider à payer la facture d'électricité. Mais alors que je regarde ma mère porter un toast à ma sœur, criant qu'elle mérite quelque chose de spécial parce qu'elle est la véritable fierté de la famille, je réalise que la seule chose pour laquelle mes parents étaient fauchés, c'était leur amour pour moi. Ils n'avaient pas un problème d'argent. Ils savaient un problème de fille. Ils étaient parfaitement d'accord pour dépenser des milliers de dollars pour une fête tant que ce n'était pas moi qui étais célébré. Je suis resté là, dans la neige, réalisant que je n'étais rien de plus qu'un fantôme dans ma propre maison, et j'ai décidé à ce moment-là que si j'étais invisible pour eux, je m'assurerais qu'ils ne me verraient plus jamais, ni un centime de ma future réussite. La trahison de cette nuit-là a déclenché une chaîne d'événements qui m'a mené des rues froides du Colorado au sommet du monde des affaires, laissant ma famille affronter la pauvreté sur laquelle ils avaient autrefois menti. Vous n'en croirez pas l'expression sur leur visage quand ils ont réalisé que c'était moi qui tenais toutes les cartes en main. L'air à l'intérieur de notre modeste maison de banlieue à Denver semblait lourd d'une morosité mise en scène qui a commencé environ 2 semaines avant mon 22e anniversaire. Mon père, Clinton Vance, rentrait de son travail à l'entrepôt local, voûté comme si le poids du monde entier reposait sur ses épaules. Il a cessé de parler de sport ou de rénovation, choisissant plutôt de s'asseoir à la table de la cuisine, fixant des piles d'enveloppes qu'il prétendait être des avis de retard et des derniers avertissements. Ma mère, Beverly Vance, était une maîtresse dans l'art du second rôle dans ce théâtre domestique. Elle soupirait constamment en regardant les prospectus des supermarchés et remettait des briques de lait à moitié vides dans le réfrigérateur avec un air de désespoir silencieux. Il préparait le terrain pour une performance que j'étais trop naïve pour déceler, croyant que notre famille était réellement au bord d'un gouffre financier. Un mardi soir pluvieux, Clinton a convoqué une réunion de famille dans le salon, une initiative qui signalait généralement une nouvelle sérieuse. Il s'est éclairci la gorge, a évité mon regard et a annoncé que ses heures de travail avaient été si drastiquement réduites que nous pourrions devoir envisager de vendre certains de nos meubles juste pour garder l'électricité. Beverly a immédiatement commencé à se frotter les tempes, murmurant qu'elle ne savait pas comment nous allions passer le mois, et encore moins gérer des dépenses supplémentaires. J'étais assise là, le cœur serré pour eux, pensant aux 200 $ que j'avais péniblement économisés grâce à mes services à la friperie. J'avais prévu d'acheter un ordinateur portable d'occasion pour mes cours universitaires. Mais en voyant les mains faussement tremblantes de mon père, je n'ai pas hésité à aller dans ma chambre et à rapporter l'enveloppe d'argent liquide. Je la lui ai tendue, lui disant que c'était pour la facture d'électricité, et Clinton l'a prise avec un merci creux que j'ai pris pour une onde sincère. Quand le matin de mon anniversaire est enfin arrivé, il n'y a pas eu de chant joyeux ni l'odeur de crêpes aux myrtilles qui marquait habituellement un anniversaire dans la maison des Vance. Au lieu de cela, Beverly m'a accueilli avec un visage sombre et une tasse de café tiède, expliquant qu'il ne pouvait même pas se permettre de me conduire à mon parc préféré parce que l'essence était un luxe qu'il ne pouvait tout simplement pas justifier. Ma sœur cadette, Lexi Vance, était assise en face de moi, picorant son petit déjeuner avec une expression d'ennui qui aurait dû être mon premier indice. Pendant qu'on me disait qu'une simple bougie d'anniversaire était une extravagance excessive, Lexi consultait subrepticement son téléphone et souriait à des notifications qui, je l'ai réalisé plus tard, étaient des confirmations de présence pour son propre événement gigantesque. J'ai passé le reste de ma journée à faire un double service à la boutique, mangeant un sandwich sec à la dinde seul dans la salle de pause pendant que ma mère m'envoyait des textos me rappelant d'être forte pour le bien de la famille. Chaque fois que j'essayais de mentionner une petite célébration, comme peut-être regarder un film ensemble à la maison,
Beverly me coupait la parole avec un commentaire acerbe sur l'égoïsme de penser à des fêtes alors que notre maison était financièrement en feu. Elle m'a regardé dans les yeux et a dit que j'étais l'aînée, la responsable, et que je devais donner l'exemple à Lexi en sacrifiant mes désirs pour les besoins de la famille. J'ai ressenti une vague de culpabilité pour avoir même désiré un cupcake, me sentant comme un fardeau pour deux parents qui luttaient soi-disant pour garder un toit au-dessus de nos têtes. Clinton se contentait d'acquiescer, son visage un masque de déception lasse chaque fois que j'entrais dans une pièce, me faisant sentir comme si mon existence même était un fardeau pour leurs ressources inexistantes. J'ai traversé ces 2 semaines comme un fantôme, réduisant mes besoins à néant et m'excusant pour chaque centime que je leur coûtais, ignorant complètement que l'argent que je leur avais donné servait actuellement d'acompte pour la location d'une salle de bal. Les jours qui ont suivi mon anniversaire sans éclat ont été remplis d'une routine épuisante de cours et d'heures supplémentaires à la friperie, où l'air poussiéreux et les piles de vêtements donnés sont devenus mon seul refuge. J'avais atteint un point d'épuisement émotionnel où j'avais cessé d'attendre quoi que ce soit de Clinton et Beverly, me concentrant plutôt sur l'économie de chaque sou que je pouvais trouver juste pour payer mon abonnement de bus. Pendant ce temps, l'atmosphère dans notre maison a commencé à changer d'une manière qui semblait de plus en plus suspecte et cruelle. Alors que je sautais des déjeuners pour faire durer mes $10 restants pendant une semaine, Lexi Vance semblait vivre dans une réalité entièrement différente, une où la crise financière décrite par mes parents n'existait tout simplement pas. Un après-midi, je suis rentré à la maison plus tôt que d'habitude pour trouver Beverly et Lexi blottis ensemble dans le salon, entourés de sacs de courses brillants provenant de boutiques haut de gamme du centre-ville de Denver. Ma sœur tourbillonnait devant un miroir, tenant une robe en soie de créateur qui devait coûter au moins $800, son visage rayonnant d'une satisfaction suffisante. Quand elles m'ont vu debout dans l'encadrement de la porte, le visage de Beverly ne s'est pas adouci de culpabilité. Au contraire, il s'est durci en un masque d'agacement. Elle a rapidement essayé de cacher l'un des sacs derrière le canapé, prétendant qu'une tante éloignée avait envoyé une petite carte cadeau et qu'elles essayaient juste de trouver quelque chose d'abordable pour le prochain événement scolaire de Lexi. C'était un mensonge flagrant et maladroit. Pourtant, on s'attendait à ce que j'acquiesce et que je l'accepte comme une vérité alors que mes propres chaussures tombaient littéralement en morceaux. Le poids psychologique de leur favoritisme est devenu encore plus apparent pendant le dîner de ce soir-là. Un repas composé de pâtes nature parce que ma mère prétendait que nous ne pouvions pas nous permettre de la viande. Lexi a passé tout le temps à se plaindre que son coiffeur était complet pour le week-end, exigeant que Clinton trouve un moyen de payer pour un rendez-vous premium dans un salon de célébrité. Mon père, qui quelques jours auparavant avait fait semblant d'être au bord des larmes pour une facture d'électricité, a simplement tendu la main sur la table et lui a tapoté la main, promettant de s'en occuper. Il ne m'a pas regardé une seule fois, même pas quand j'ai mentionné que j'avais besoin de $50 pour un manuel obligatoire pour mon cours d'économie. Il a juste laissé échapper un souffle sec et irrité et m'a dit de me débrouiller, m'accusant d'être insensible à la situation précaire de la famille. J'ai commencé à remarquer des choses plus petites aussi. La façon dont Beverly glissait secrètement des billets de $20 à Lexi pour son café au lait tout en me disant que nous n'avions plus de lait, ou comment Clinton a acheté un nouvel ensemble de clubs de golf haut de gamme et les a cachés dans le garage sous une vieille bâche. Chaque fois que je remettais en question ces incohérences, la manipulation psychologique commençait pour de bon. Il me disait que j'imaginais des choses, que je devenais amère et pleine de ressentiment envers le bonheur de ma sœur. Beverly a même eu l'audace de suggérer que Lexi avait besoin de ces choses parce qu'elle avait une faible estime d'elle-même, alors que moi, j'étais forte et capable de survivre avec rien. C'était une logique tordue qui récompensait la vanité de Lexi et punissait ma résilience, me faisant me sentir comme une étrangère dans une maison que j'aidais encore à subventionner avec mes maigres revenus. À la fin de la semaine, les exigences de Lexi s'étaient transformées en véritable crise de colère à propos de son jour spécial. Elle ne demandait plus seulement une robe. Elle parlait de traiteur professionnel et d'un service de limousine comme si elle était une débutante. Je regardais depuis la touche pendant que Clinton et Beverly chuchotaient dans les coins de la maison, leurs visages illuminés d'une excitation qu'ils ne montraient jamais pour mes réussites. J'ai réalisé que le récit de la faillite était une cage qu'ils avaient construite spécialement pour moi, conçue pour m'empêcher de demander ma juste part. Alors qu'ils déversaient toutes leurs ressources dans le puissant fond de l'entitlement de Lexi, j'ai senti un œuf froid et dur de colère commencer à se cristalliser dans ma poitrine. Un sentiment qui m'avertissait que le point de rupture était beaucoup plus proche que nous ne le pensions tous. Le point de rupture est arrivé un vendredi soir qui était censé être juste un autre service épuisant pour couvrir mes dépenses croissantes. Pour joindre les deux bouts, j'avais accepté un travail temporaire de livraison d'arrangements floraux haut de gamme pour un fleuriste de luxe du centre-ville de Denver.
Le vent froid du Colorado mordait à travers ma veste fine alors que je chargeais une énorme pièce maîtresse à 3 niveaux d'orchidées blanches dans la camionnette destinée à une salle de bal privée du Grand Alpine Resort. La commande était anonyme, payée en espèces, et comportait une instruction de livraison qui exigeait une ponctualité absolue pour un événement marquant VIP. J'ai conduit vers les montagnes, mon esprit concentré sur le pourboire que j'espérais recevoir, complètement inconsciente que je me dirigeais vers la trahison ultime de ma vie. Quand je suis arrivé au complexe hôtelier, l'ampleur de l'opulence m'a semblé être une insulte personnelle à la pauvreté dans laquelle je vivais depuis un mois. J'ai manœuvré le lourd chariot de fleurs par l'entrée de service et vers la suite Regency, le son de la musique pop entraînante et des flûtes de champagne qui s'entrechoquent devenant plus fort à chaque pas. Alors que je poussais les doubles portes pour poser l'arrangement sur la table des cadeaux, le monde a semblé s'arrêter de tourner. La pièce était une mer de décorations scintillantes, de rubans de soie et d'une enseigne au néon géante qui disait l'année en or de Lexi en lettres roses chatoyantes. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge alors que je balayais la foule du regard, reconnaissant des cousins, des tantes et des amis de la famille à qui on avait tous dit que j'étais trop occupé avec l'école pour assister à des réunions de famille récemment. Au centre de la pièce se tenait Clinton Vance, portant un smoking qui coûtait probablement plus cher que la totalité de mes frais de scolarité pour le semestre, riant en tendant un verre de cidre pétillant de première qualité à ma sœur. Lexi ressemblait à une princesse de conte de fées, ses cheveux parfaitement coiffés et son cou orné d'un pendentif étincelant qui, je le savais pertinemment, n'était pas un cadeau d'une tante. Mais c'est Beverly qui a vraiment brisé mon cœur. Elle flottait dans la pièce dans une robe émeraude longue jusqu'au sol, se vantant auprès d'un groupe de voisins de n'avoir reculé devant aucune dépense pour offrir à leur fille préférée la célébration qu'elle méritait. Elle parlait du forfait traiteur à $3000 et de l'orchestre live comme si l'argent était apparu de nulle part, sans jamais mentionner la fille qui se tenait actuellement à 10 pieds de là dans un uniforme de livraison taché. J'ai senti une vague de nausée m'envahir alors que je réalisais la profondeur de leur tromperie. Chaque soupir de mon père, chaque fausse larme de ma mère, et chaque centime de mes économies durement gagnées que j'avais remis pour payer les factures avaient été canalisés dans cette vaine démonstration de vanité. Ils n'avaient pas seulement oublié mon anniversaire. Ils avaient activement volé ma célébration pour doubler le budget de Lexi. J'ai regardé un serveur apporter un gâteau plus grand que toute ma table de cuisine, décoré de feuilles d'or comestibles et de fleurs en sucre complexe. La foule a commencé à chanter, leur voix remplie d'une joie qui ressemblait à une lame dentelée contre ma peau. Beverly a serré ma sœur dans une étreinte étroite, chuchotant assez fort pour que je l'entende que ce n'était que le début des surprises qu'il lui réservait. Je suis resté là, paralysé par un mélange de rage incandescente et de chagrin dévastateur. Le parfum lourd des orchidées que j'avais livré me donnait la nausée. J'ai baissé les yeux sur mes mains, calleuses à cause des services supplémentaires et tachées de la saleté du magasin de fleurs, puis je les ai relevées vers les mains étincelantes et impeccables de ma famille. L'illusion du foyer en difficulté avait été réduite en cendres, remplacée par la laide réalité que j'étais la seule à lutter pendant qu'ils se régalaient des fruits de mon travail et de leurs propres mensonges. Alors que les premières notes d'une chanson de danse emplissaient l'air, j'ai senti le dernier fil de ma loyauté se rompre. Je ne me suis pas caché et je n'ai pas fui. Au lieu de cela, j'ai mis la main dans ma poche, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer la scène, capturant chaque détail coûteux et chaque sourire mensonger pour le règlement de compte qui allait suivre. La vidéo enregistrée sur mon téléphone était la seule chose qui empêchait mes mains de trembler alors que je sortais de derrière l'arrangement floral et marchais droit au centre de la piste de danse. La musique ne s'est pas arrêtée immédiatement, mais l'atmosphère dans la salle de bal s'est envenimée dès que Beverly Vance m'a aperçu dans mon uniforme de travail taché de saleté. Son visage est passé d'une lueur radieuse alimentée au champagne à un masque de pur venin glacial en quelques secondes. Elle n'avait pas l'air honteuse que je les ai surpris dans un mensonge massif et coûteux. Elle avait l'air offensée que ma présence gâche l'esthétique de la soirée qu'elle avait méticuleusement planifiée pour son enfant préféré. Je me suis tenu devant la table d'honneur, ma voix étonnamment stable alors que je demandais à Clinton comment allait la facture d'électricité, la même facture pour laquelle il avait pris mes $200 derniers il y a quelques semaines à peine. La pièce est tombée dans un silence suffocant alors que nos parents commençaient à chuchoter, leurs yeux allant de mon apparence débraillée à l'opulence qui les entourait. Clinton ne pouvait même pas soutenir mon regard, fixant intensément sa cravate en soie comme si elle détenait les réponses à sa lâcheté. Mais Beverly s'est avancée, se plaçant comme un bouclier devant Lexi. Et au lieu d'excuses, elle a asséné une gifle verbale que je n'oublierai jamais. Elle a sifflé que j'étais malveillante et égoïste d'essayer d'embarrasser ma sœur le jour de sa grande fête, prétendant que j'essayais toujours de jouer la victime alors que la famille essayait juste de trouver un peu de bonheur.
Quand j'ai désigné le traiteur à $3000 et les bijoux de créateur, Beverly a ri, un son sec et moqueur qui a résonné sur les hauts plafonds du complexe. Elle a dit à toute la salle que Lexi méritait quelque chose de spécial parce qu'elle avait un potentiel de star, alors que moi, je n'étais qu'une simple ouvrière qui ne comprenait pas l'importance du statut social. Elle a même eu l'audace de prétendre qu'ils m'avaient menti sur leur situation financière pour mon propre bien, afin que je ne sois pas distraite par la vanité pendant que je me concentrais sur mes études. La manipulation psychologique était si profonde que j'avais l'impression de perdre la tête. Elle s'est tournée vers les invités et s'est excusée pour mon comportement instable, me peignant ainsi comme une fille jalouse et dérangée devant tout le monde que nous connaissions. La confrontation a atteint son paroxysme lorsque j'ai refusé de partir tant qu'ils n'auraient pas admis qu'ils avaient volé l'argent de mon anniversaire pour payer le bar ouvert de Lexi. Clinton a finalement parlé, mais pas pour me défendre. Il m'a dit d'une voix froide et distante que j'avais officiellement dépassé les bornes. Il a dit que puisque j'étais si indépendante et travailleuse, je n'avais clairement plus besoin de leur soutien ni de leur toit. Il m'a dit de retourner à mon travail à la friperie et d'y rester, car à partir de ce moment, ma chambre serait transformée en un dressing pour la nouvelle garde-robe de Lexi. Il ne choisissait pas seulement une fête plutôt que mon anniversaire. Il choisissait un mensonge plutôt que mon existence entière. J'ai regardé Lexi, qui observait la scène avec un sourire triomphant derrière l'épaule de sa mère. Et j'ai réalisé qu'il ne me restait plus de famille à sauver. J'ai dit à Beverly qu'elle avait raison sur un point. J'étais une abeille ouvrière, et j'allais construire une vie si loin au-dessus d'eux qu'ils auraient besoin d'un télescope pour me voir. J'ai tourné le dos au smoking, aux robes de soirée et aux célébrations volées. Je suis sorti de ce complexe et dans la nuit glaciale de Denver avec rien d'autre que mon téléphone et les vêtements que je portais. Alors que les lourdes portes se refermaient derrière moi, coupant le son de la musique, j'ai senti la dernière corde de mon cœur se rompre, me laissant parfaitement, terriblement seul. L'air glacial de Denver ressemblait à des milliers d'aiguilles contre ma peau alors que je m'éloignais du Grand Alpine Resort. Les lumières de la ville se brouillaient à travers les larmes que je refusais de laisser couler. J'avais exactement $12 en poche, une batterie de téléphone mourante et un cœur qui avait été chirurgicalement retiré par les 2 personnes qui étaient censées le protéger. Je me suis retrouvé assise sur un banc en métal rouillé à un arrêt de bus près de Union Station. Les navetteurs de fin de soirée passaient en coup de vent à côté de moi comme des fantômes. Je ne pleurais pas parce que ma maison me manquait. Je pleurais parce que je réalisais que pendant 22 ans, j'avais été une employée non rémunérée dans une famille qui ne voyait ma valeur qu'en fonction de ce que je pouvais sacrifier pour eux. Alors que j'étais assise là à grelotter, un VUS noir s'est arrêté au bord du trottoir et la vitre s'est baissée pour révéler un homme que je reconnaissais de mes services à la friperie. C'était Bryce Harrison, un éminent promoteur immobilier qui déposait souvent des dons de haute qualité pour nos ventes aux enchères caritatives. Il avait toujours été un homme de peu de mots, mais il possédait un regard perçant et observateur qui semblait voir à travers les faux-semblants de chacun. Il a regardé mon uniforme de livraison taché, mon manque de manteau au milieu d'un hiver du Colorado, et l'épuisement absolu gravé sur mon visage. Il ne m'a pas demandé l'histoire de ma vie. Il est simplement sorti de la voiture, m'a tendu un lourd manteau de laine du siège arrière et m'a demandé si j'avais un endroit sur où aller. Quand je lui ai dit que j'avais été officiellement expulsé de mon enfance pour le crime d'être né la première, Bryce n'a pas offert de pitié. Au lieu de cela, il m'a invité à son bureau le lendemain matin, me disant qu'une femme capable de tenir un arrangement floral professionnel alors que son monde s'effondrait était exactement le genre de personne qu'il voulait dans son équipe. Cette nuit-là, j'ai utilisé le reste de mon argent pour un lit dans une auberge de jeunesse sûre. Et le lendemain, je suis entré dans le siège social de Bryce avec une âme meurtrie, mais un esprit clair. Il m'a offert un poste d'assistante de projet junior, me fournissant une petite allocation de subsistance et un studio exigu en échange de mon dévouement absolu au nouveau projet de développement urbain de son entreprise. Les mois suivants ont été un tourbillon de journées de travail de 18 heures et de sessions d'études intenses tard dans la nuit. Pendant que Lexi dépensait probablement les économies décroissantes de mes parents pour d'autres chaussures de créateur, j'apprenais les subtilités du droit de la propriété, de la conception architecturale et de la gestion financière sous le mentorat rigoureux de Bryce. Il est devenu la figure paternelle que je n'ai jamais eue, me poussant à valoriser mon intellect plutôt que mon utilité et mon avenir plutôt que mon passé. Il m'a appris que dans le monde des affaires, votre réputation se construit sur les promesses que vous tenez, pas sur les liens du sang. Chaque fois que j'avais l'impression de m'effondrer d'épuisement, je sortais la vidéo de la fête de l'année en or de Lexi sur mon téléphone, utilisant la vue du visage suffisant de Beverly comme carburant pour maintenir mon feu ardent.
J'ai travaillé avec une férocité qui a surpris même Bryce, gravissant les échelons de son entreprise par la seule force de ma volonté et un refus d'échouer. J'ai cessé de consulter mes réseaux sociaux, j'ai bloqué tous les parents qui tentaient de m'envoyer des vœux qui n'étaient en réalité que des demandes d'informations, et je me suis entièrement concentré sur l'empire que j'aidais Bryce à construire. J'ai réalisé que mes parents avaient raison sur un point. J'étais une abeille ouvrière, mais ils n'avaient pas compris que ce sont les abeilles qui construisent la ruche et contrôlent le miel. À la fin de ma première année, j'avais réussi à économiser $10 000, non pas pour une fête, mais pour l'acompte d'un petit appartement à rénover qui serait entièrement le mien. Je n'étais plus un fantôme dans la maison de quelqu'un d'autre. Je devenais l'architecte de mon propre destin. Et les fondations que je posais étaient faites de pierres froides et dures qu'aucun mensonge ne pourrait jamais fissurer. 5 ans plus tard, la ligne d'horizon de Denver me semblait entièrement différente. Non seulement parce que j'avais aidé à concevoir plusieurs des nouvelles tours de verre qui reflétaient les montagnes rocheuses, mais aussi parce que je ne considérais plus la ville comme un endroit où j'étais une intruse. À 27 ans, j'avais abandonné l'uniforme taché de saleté de mon passé et l'avais remplacé par des costumes sur mesure et une réputation qui commandait le respect dans toutes les salles de conseil, de Cherry Creek au centre-ville. Je n'étais plus la fille qui grelottait à un arrêt de bus. J'étais la directrice des opérations de Harrison & Vance Développement, un partenariat que Bryce m'avait offert après que j'ai réussi à négocier une acquisition de terrain de $50 millions que 3 courtiers vétérans n'avaient pas réussi à conclure. Nous n'étions plus seulement mentors et élèves. Nous étions les architectes d'une nouvelle ère dans l'immobilier du Colorado, et mon nom était enfin gravé dans le granit de la ville que j'aimais. Le matin des Denver Business Excellence Awards est arrivé avec une lumière dorée et vive qui semblait valider chaque journée de travail de 18 heures que j'avais endurée. Je me tenais dans le pantouse de mon propre gratte-ciel, regardant l'invitation au gala, où je devais être honoré comme la jeune promotrice de l'année. Bryce m'avait envoyé un bouquet d'orchidées blanches, la même fleur que j'avais livrée autrefois dans une chemise trempée de sueur, avec une note qui disait simplement « Tu n'as pas seulement construit des bâtiments, Bianca. Tu as bâti un héritage. » J'ai ressenti un profond sentiment de paix en regardant mon reflet. Je voyais une femme dont la valeur n'était plus mesurée par ce qu'elle pouvait sacrifier pour des gens qui ne l'aimaient pas, mais par l'intégrité et la brillance qu'elle apportait à son métier. Au cours de ces 5 années, ma famille biologique n'était devenue rien de plus qu'un souvenir flou et désagréable dans le rétroviseur de ma vie. J'avais entendu dire par des rumeurs dans les cercles sociaux de Denver que l'année en or de Clinton et Beverly pour Lexi avait été le début de leur chute financière. Apparemment, la fête somptueuse à laquelle j'avais assisté avait été financée par une deuxième hypothèque sur leur maison et l'épuisement de tous leurs fonds de retraite. Lexi Vance, le potentiel de star dont ma mère s'était vantée, avait échoué dans 2 universités et dérivait actuellement à travers une série de tentatives ratées d'influenceuses, s'attendant toujours à ce que mes parents subventionnent un style de vie qu'ils ne pouvaient plus se permettre. Ils se noyaient dans la vanité même dont Beverly avait prétendu qu'elle me distrairait. Pendant que je nageais dans le succès qu'ils pensaient que j'étais trop abeille ouvrière pour atteindre. J'avais méticuleusement maintenu ma politique de non-contact, changeant mon numéro 3 fois et m'assurant que mon équipe juridique gérait toute tentative de me joindre par mes canaux professionnels. Je ne les détestais plus. La haine nécessitait un investissement émotionnel que je n'étais pas prête à gaspiller pour des gens qui étaient essentiellement des étrangers pour moi maintenant. Ma vie était remplie de relations significatives. Du soutien indéfectible de Bryce à un réseau de collègues qui appréciaient ma vision et ma détermination. Alors que je me préparais pour le gala, j'ai réalisé que la plus grande vengeance n'était pas une dispute ou une humiliation publique. C'était le fait que j'étais sincèrement heureuse, réussie et entièrement indépendante de leurs attentes toxiques. Quand je suis entré dans la grande salle de bal du Brown Palace Hotel ce soir-là, les flashs des photographes ne m'ont pas intimidé. Je marchais avec une grâce qui était méritée, non fabriquée. Et en serrant la main du maire et d'autres dirigeants de la ville, j'ai ressenti tout le poids de mes réalisations. J'étais l'oratrice principale de la soirée, une femme qui avait transformé une trahison en un plan pour un empire de plusieurs millions de dollars. Je savais que mon visage serait à la une du Denver Business Journal le lendemain matin. Et pour la première fois, j'attendais cela avec impatience. Je voulais que le monde voie la fille invisible, non pas parce que j'avais besoin de leur validation, mais parce que je savais que quelque part dans l'ombre de leur vie défaillante, Beverly et Clinton verraient enfin exactement ce qu'ils avaient jeté. Les applaudissements à l'intérieur de la grande salle de bal du Brown Palace résonnaient encore à mes oreilles alors que je descendais de la scène, le trophée en cristal de la jeune promotrice de l'année lourd et froid dans mes mains.
J'étais entouré de photographes et de responsables de la ville lorsqu'une perturbation soudaine et discordante à l'entrée principale a brisé l'élégance professionnelle de la soirée. Je n'ai pas eu besoin de voir les visages pour savoir qui causait la scène. Le cri strident et autoritaire de Beverly Vance était un son qui avait été gravé dans mon subconscient des années auparavant. Des gardes de sécurité tentaient de bloquer un couple d'âge moyen qui semblait horriblement déplacé dans leurs habits du dimanche élimé. Mais Beverly criait à plein poumon qu'elle était la mère de l'invité d'honneur et que j'étais une fille sans cœur qui avait abandonné sa famille dans l'horreur la plus sombre. J'ai ressenti un bref éclair de panique froide, mais je l'ai rapidement réprimé, puisant dans les années de discipline que Bryce m'avait inculquées. J'ai fait signe à l'équipe de sécurité de les laisser passer, réalisant que les ignorer ne ferait qu'alimenter le scandale qu'ils essayaient de créer. Alors que Beverly et Clinton Vance marchaient vers moi, la foule s'est écartée comme une mer de soie et de smoking, leur chuchotement remplissant l'air comme un essaim d'insectes. Ma mère ne ressemblait plus à la reine vêtue d'émeraude du Grand Alpine Resort. Son visage était hagard, ses vêtements bon marché et mal ajustés, et ses yeux avaient une lueur prédatrice et désespérée. Clinton la suivait, l'air plus vieux et plus défait que le jour où il avait prétendu perdre son emploi. Ses épaules s'affaissaient sous le poids d'une véritable ruine financière qu'aucune comédie ne pouvait cacher. Avant que je puisse dire un mot, Beverly m'a jeté les bras au cou dans une étreinte mise en scène et étouffante, sanglotant bruyamment pour le bénéfice des caméras. Elle a gémi sur le fait qu'il m'avait manqué et qu'ils avaient passé chaque jour à prier pour mon succès pendant qu'ils luttaient dans la pauvreté. Elle s'est ensuite tournée vers les journalistes environnants et a commencé un monologue préparé sur la façon dont ils avaient tout sacrifié, y compris leur propre maison, pour me donner une longueur d'avance dans la vie, seulement pour que je disparaisse dès que je suis devenu riche et célèbre. C'était un chef-d'œuvre de manipulation psychologique, une dernière tentative pour récupérer le récit et me faire culpabiliser pour les sauver de la faillite que l'année en or de Lexi avait inévitablement causée. Clinton s'est avancé, sa voix tremblant d'une sincérité forcée, et a demandé $50 000 pour sauver leur maison de la saisie, prétendant qu'en tant que leur fille aînée, c'était mon obligation morale de les rembourser pour les années de soins. Je suis resté parfaitement immobile, mon expression un masque d'indifférence professionnelle qui semblait encore plus exaspérer Beverly. Quand elle a réalisé que ses larmes ne fonctionnaient pas, le masque de la mère endeuillée a glissé, révélant le même venin glacial que j'avais vu il y a 5 ans. Elle a sifflé que j'étais un monstre qui avait volé l'avenir de ma sœur en refusant de partager ma richesse, m'accusant d'être la raison pour laquelle Lexi faisait actuellement face à une série de problèmes juridiques pour fraude à la carte de crédit. Elle a même eu l'audace d'exiger que je leur cède une partie de mon dernier projet de développement comme arriéré de salaire pour mon éducation. La salle était silencieuse, chaque invité et journaliste attendant ma réaction, s'attendant à ce que je m'effondre ou que j'offre un chèque pour mettre fin à l'humiliation. Au lieu de cela, j'ai regardé les caméras puis directement dans les yeux de Beverly, ma voix amplifiée par le microphone encore attaché à mon revers. J'ai dit à la salle que ces personnes étaient en effet mes parents biologiques, mais que notre relation avait pris fin la nuit où ils avaient volé mes économies d'anniversaire pour organiser une fête à $30 000 pour ma sœur tout en me disant que nous étions trop fauchés pour un gâteau. J'ai sorti une petite tablette numérique de l'assistant de Bryce et j'ai affiché la vidéo que j'avais enregistrée il y a 5 ans. Les images de Beverly se vantant de n'avoir reculé devant aucune dépense pour sa fille préférée pendant que je me tenais dans l'ombre dans un uniforme de livraison. Les halètements de l'audience étaient assourdissants alors que la preuve de leurs années de mensonges était diffusée sur les grands écrans derrière moi. J'ai dit à Clinton et Beverly que je ne leur devais pas $50 000. Je ne leur devais même pas une tasse de café. J'avais bâti mon empire sur les cendres de leur trahison. Et alors que je faisais signe à la sécurité de les escorter enfin dehors, j'ai réalisé que la seule obligation morale que j'avais était envers la femme que j'étais devenue. Une femme qui ne laisserait plus jamais un fantôme hanter sa maison. Les suites de cette confrontation publique au Brown Palace ont été comme le nettoyage final d'une blessure qui suppurait depuis plus de 5 ans. Alors que Beverly et Clinton Vance étaient conduits dehors par la sécurité, leurs cris frénétiques pour leur part de mon succès ont été capturés par tous les principaux médias de Denver, transformant ainsi leur tentative de chantage émotionnel en une étude de cas nationale sur la parentalité toxique. Les images que j'ai fournies, combinées à leur comportement désespéré, ont déclenché une enquête sur leur histoire financière qui a révélé une traînée de dettes impayées et de prêts prédateurs qu'ils avaient contractés pour financer le style de vie extravagant de Lexi. Lorsque la poussière est retombée, l'enfant prodige a dû faire face à son propre jugement. Lexi Vance a été officiellement inculpée de multiples chefs d'accusation de vol d'identité après qu'il a été découvert qu'elle avait ouvert des cartes de crédit au nom de nos parents pour payer des voyages de luxe et des sacs à main de créateurs.
Clinton et Beverly ont finalement perdu leur maison à la suite d'une saisie, un sort sur lequel ils avaient autrefois menti juste pour éviter de m'acheter un gâteau d'anniversaire. Ils ont emménagé dans un appartement exigu d'une chambre en périphérie de la ville, vivant de maigres chèques de sécurité sociale qui étaient constamment saisis pour rembourser les 50 000 $ qu'ils devaient à divers créanciers. Lexi n'est pas restée pour les aider. Dès que l'argent s'est épuisé et que la pression judiciaire s'est intensifiée, elle a disparu dans un autre état, laissant les parents qui avaient sacrifié mon avenir pour sa vanité pourrir dans la pauvreté qu'ils avaient autrefois utilisée comme une arme contre moi. C'était une justice circulaire tragique qui prouvait qu'on ne peut pas construire un royaume sur des fondations de mensonges et s'attendre à ce qu'ils tiennent lorsque la tempête arrive enfin. Quant à moi, je n'ai pas passé une seule seconde à regarder en arrière ou à prendre de leurs nouvelles. J'ai chargé mon équipe juridique de leur envoyer une mise en demeure formelle à tous les deux, indiquant clairement que toute nouvelle tentative de me contacter ou de contacter mes associés commerciaux entraînerait une action en justice immédiate pour harcèlement et diffamation. J'ai vendu mon appartement en gratte-ciel et j'ai emménagé dans un domaine isolé au pied des Rocheuses. Un endroit où les seules voix que j'entendais étaient celles de personnes qui appréciaient vraiment ma présence. Bryce Harrison est resté mon confident le plus proche et mon partenaire en affaires. Un homme qui m'a appris que le mot famille est un titre qui doit être gagné par un respect et une protection constants, et non une obligation biologique qui permet les abus. J'ai passé mon 28e anniversaire non pas dans une salle de bal avec un gâteau à 3 étages, mais sur un balcon tranquille surplombant les montagnes, entouré d'un petit groupe d'amis et de collègues loyaux qui m'avaient soutenu dans mes heures les plus sombres. Il n'y avait pas de caméra, pas de grands discours, et pas de toast creux. Il y avait seulement le silence profond et paisible d'une vie qui était enfin entièrement la mienne. J'ai alors réalisé que le récit de la faillite que mes parents avaient inventé des années auparavant était en fait le plus grand cadeau qu'ils auraient pu me faire. En refusant de me donner une miette de leur fausse affection, ils m'ont forcé à construire ma propre boulangerie. Ils pensaient qu'ils me privaient d'une célébration. Mais en réalité, ils nourrissaient l'ambition qui finirait par me rendre intouchable. À quiconque regarde ceci et se sent comme l'enfant invisible dans une maison de favoris, souvenez-vous de ceci. Votre valeur n'est pas déterminée par les personnes qui n'ont pas su la voir. Vous n'êtes pas un personnage secondaire dans le drame de quelqu'un d'autre. Vous êtes le personnage principal de votre propre épopée. Si votre famille vous dit qu'elle est trop fauchée pour vos rêves, croyez-les, non pas parce qu'il manque d'argent, mais parce qu'il manque de caractère pour investir en vous. Partez, travaillez plus dur que n'importe qui d'autre, et construisez une vie si magnifique que leurs ombres ne pourront plus jamais vous atteindre. Je suis Bianca Vance, et je ne suis plus un fantôme. Je suis une reine de ma propre création.